Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Punchcast, ton podcast qui a du punch. Cette semaine, j'ai failli ne pas avoir Antonin avec moi parce qu'il est allé en Angleterre, puis on ne sait jamais si les gars de boxe qui s'en vont en Angleterre vont revenir. Anton, comment ça va? Ça a bien été, mais je suis pas passé proche de rester là-bas. Non, mais parce que, je ne sais pas si tu t'en souviens, quand Jean-Pascal s'est battu contre Carl Froch, on se promenait à Nottingham, là, puis on se faisait pitcher des affaires, la police nous escortait. Je suis arrivé à l'aéroport le matin à 7 h à l'aéroport de Londres. Il y a un chauffeur qui est venu me chercher. Il m'a même pas emmené à l'hôtel. Il m'a emmené directement au Tottenham. Je suis passé toute la journée là jusqu'à 5 h. Je suis retourné à l'hôtel. Le même matin, quelqu'un m'a ramassé. Je suis reparti. Ça a été vraiment in and out. Là. Short and sweet. J'ai à peine vu. Je suis allé me promener un peu à Londres tout seul le soir, voir un peu la ville. Moi, je suis allé manger. Mais j'étais là vraiment pour business. Là. J'ai rien fait d'autre. On va en reparler tantôt. C'était la conférence de presse entre Makhmoudov et Fury. Mais avant ça, on a un invité qui est quand même nice. Moi, je le connais. Je le connais de la zone de boxe. Donc là, tu sais, ça... Attends. Il mérite une belle présentation. Une belle présentation, exactement. C'est un gars que je connais depuis que c'est un kid de 12-13 ans. Il a eu une belle carrière amateur. Après ça, il a pris un chemin différent. C'est un artiste avec beaucoup de succès. Ouais. Un gars qui connaît extrêmement bien sa boxe. C'est peut-être lui qui va nous en montrer aujourd'hui. Je pense qu'il est plus au fait de l'actualité que nous deux. Fait que je suis vraiment excité de t'avoir, Max. Moi aussi, je suis content de vous voir, les gars. Merci de l'invitation. Maxime Gabriel est avec nous. Ceux qui le connaissent de par son nom de scène, c'est Farfadet. C'est un beatmaker, c'est un rappeur. C'est aussi, comme Antonin le mentionnait, un grand fan de boxe. T'as d'ailleurs parti avec un de tes amis, David. Une page de boxe qui s'appelle Boxe au menu. Exact. Vous êtes rendu à 260 000 abonnés? Quelques, ouais. 266, quelque chose. Ah, OK, 260 quelques, ouais. Gros succès. Merci beaucoup. C'est parti de où, ça? Attends. On va y revenir. Parle-nous de toi avant. Antonin, il disait que tu as eu une carrière amateur. Comment tu es rentré en contact avec la boxe? La boxe, ça part de loin. Il faut savoir que chez moi, du côté de mon père, on a deux passions. Même du côté de ma mère, c'est la musique et la boxe. Donc, jeune, chez moi, quand on parlait de sport, on parlait de boxe. J'avais peut-être 7-8 ans. Mon père me montrait, il me disait ça, c'est Hagler vs Hearns, c'est un classique. Fait que assez jeune, je suis tombé dans la boxe. J'avais mon grand-père aussi qui était, lui, en Haïti, qui a travaillé pour la WBC à l'époque. Déjà fait venir Mohamed Ali quand il était en pause pour la boxe. Il avait fait un combat d'exhibition en Haïti. C'est mon grand-père qui l'avait fait venir à l'époque. Donc, ça date quand même de loin. C'est mon sport préféré. Parce que je me souviens, tu m'avais déjà montré des photos de ton père avec Ali. Là. Ouais, il y a aussi Joel Wills qui était passé à l'époque en Haïti. C'est quand même fou, ça. Ouais. Puis... Donc là, la boxe, ça coule dans ton sang, tout comme la musique. Ouais. Puis à un moment donné, tu as commencé à boxer. Si je ne me trompe pas, c'est grâce à ton frère, peut-être? Exact, ouais. Ben, il y avait mon frère qui, lui, avait commencé à boxer au club de boxe de Saint-Hyacinthe. Puis moi, comme tout petit frère, je voulais faire pareil comme lui. Je l'ai suivi. Donc, je suis allé boxer là avec Marseillais, sous la tutelle de Marc. Puis c'était vraiment cool. C'était des belles années, ça, du club de boxe Saint-Hyacinthe. Les grosses années. Vraiment fort dans ce temps-là. Ouais, les Sébastien Demers, Francis Saint-Martin qui avait gagné aussi les championnats canadiens à l'époque. Il y avait mon frère Christopher Gabriel qui était aussi un bon boxeur. Qui était Il a boxé contre Jean. Contre Jean-Pascal, ouais, à l'époque, là, au club champion directement. Il y avait dans les mêmes catégories proches, il y avait Antonin Descaries. C'était une belle époque. Ouais, c'était très nice. Toi, quand tu as fait ta carrière de boxe, t'as fait combien de combats à peu près? Je l'ai fait un peu moins de 20. Là. Okay. J'ai fait les gants d'argent, les gants dorés. Mais tu étais un sportif, tu faisais du soccer aussi? T'as quel âge, là? Là, j'ai 40 ans cette année. 40 ans, fait que ça, t'avais 3 ans. T'as 3 ans de moins que moi, fait que je me rappelle que j'avais plus l'âge de ton frère. Oui, exact. Ouais. Toi, t'avais l'âge de mon frère. Puis moi, j'étais plus petit. Je boxais en ton juvénile, cadet. Là. J'ai arrêté juvénile à boxer. Fait que j'ai pas boxé si longtemps que ça. Mais assez pour comprendre comment que le sport était difficile quand même. Puis on dit aussi que tu peux sortir un boxeur du gym, mais tu sors pas la boxe du gars.
Jamais. Je me souviens, tu m'as souvent dit, là, comme, ah, là, je recommence à m'entraîner, là, on retourne, là, je retourne au gym, là, let's go, là, t'es comme... C'est comme une drogue, hein, c'est devenu... 100%. Puis, tu sais, hey, même moi, le nombre de fois que je fais des rêves, soit que je vais boxer ou que, c'est ça, là, je suis, tu sais, l'instant avant de rentrer dans le ring, j'ai 40 ans puis je fais encore ce rêve-là. Là. Puis tu dis ça, mais que tu sors pas la boxe du gars. Ton père, c'est un excellent exemple. Là. Tu sais, moi, longtemps, j'ai eu une relation avec le club de boxe Saint-Hyacinthe. Là. Même quand j'étais pro, je retournais mettre les gants là-bas. Quand on avait besoin d'un gaucher, je mettais les gants avec Mick Gadebois. Puis à toutes les fois que j'allais au gym, ton père était là. Ouais, Il venait nous voir, il venait faire un petit tour. Fait que, tu sais, il est toujours resté dans le gym de boxe malgré que ses deux fils avaient arrêté. 100%. Ouais, c'est la passion. C'est comme tu dis, on peut pas... Puis là, toi, t'as boxé pendant quelques années. Ouais. Après ça, tu t'es tourné vers la musique quand même assez jeune aussi. Là. Oui, ben c'est pas mal vers la fin, je te dirais, moi, début de mon adolescence, peut-être vers 13, 14 ans, c'est là que j'ai commencé à faire de la musique. Ouais. Ma mère m'avait acheté un ordinateur à l'époque, puis... tu sais, j'avais harcelé ma mère pour avoir un ordinateur parce que les gars avec qui je faisais de la musique, c'était tout le point commun qu'il y avait, c'est qu'il y avait un ordinateur chez eux, ça pour enregistrer, pour faire des beats. Fait que j'étais comme, ça me prend ça, tu sais. Ça sonne pas musique, là. Mais c'est genre, je voulais faire de la musique, il me fallait un ordinateur. Mais c'est vrai que c'est comme ça, les beats, tout ça. Mais 100%. quand tu penses, je sais pas, j'aurais dit, j'ai reçu un piano. Une guitare. Une guitare. Ben ouais, 100%. Moi, c'est vraiment l'ordinateur que ça me prenait. Puis, à partir de là, j'ai commencé à m'enregistrer moi-même, à faire mes beats moi-même, puis à composer mes paroles. Puis, sans le savoir, j'apprenais plusieurs métiers en même temps. Mais j'étais ado. Aujourd'hui, c'est pas mal tous des trucs qu'on apprend, que ce soit ingénieur de son, tu vas l'apprendre, réalisateur, tu vas l'apprendre dans un autre cours. Mais c'est des trucs quand même, j'avais tout appris par moi-même après que j'ai pris des formations, souvent sur Internet. Mais rapidement, dans la musique, j'ai commencé à tout faire moi-même. J'ai sorti mon premier album, je crois que j'avais 18 ans. En 2005, ça? Ouais. Parler au nom d'une nation. Exact. Ensuite de ça, t'en as sorti 3 autres? J'ai sorti plus que ça. J'ai ouais, hein? Ouais. En solo, j'ai fait... je crois que j'ai fait 6 albums solo. OK. Puis 3 avec Rhymes. 3 projets avec Rhymes. Il y en a qu'on peut compter, c'est des courts albums, qui a peut-être 7 chansons dessus, les EP qu'on appelle. Ouais. Mais en tout, j'ai 9 projets là, que j'ai fait au cours des années. Puis là, maintenant, quand tu t'occupes pas de gérer une page de boxe, tu es en tournée avec justement Rhymes. Exact. Tu as été avec Soulja aussi. Exact. Là, tu travailles sur des projets à toi? Oui, ou, je travaille sur un album cette année qui va voir le jour à la fin de l'année. Ou sinon, je suis aussi sur la réalisation. Tu sais, depuis une dizaine d'années, je travaille sur la réalisation des albums des autres artistes. C'est beaucoup ça. C'est là-dedans que je m'épanouis beaucoup, que je peux... tu sais, moi, j'écris beaucoup moins que je compose de musique. Donc, c'est plus facile pour moi de faire des beats puis de recevoir des artistes, de les épauler dans leur cheminement, de leur processus de faire une chanson, que de moi, tout faire de A à Z. Fait qu'il y a quelqu'un qui crée une chanson, puis toi, tu mets le beat derrière. Souvent, ou quelqu'un, des fois, si c'est dans la pop, quelqu'un peut m'arriver avec une aire de guitare, une chanson qui chante à la guitare, puis il faut que je l'habille, si on veut, rajouter les instruments autour, la bass, le drums, l'enregistrer. Donc ça, c'est le rôle que je fais en tant que réalisateur. Tu dis que tu rajoutes la bass, le drum. C'est tout à l'ordinateur ou t'es quand même... Moi, je joue au keyboard. Okay. Je joue du piano. T'sais, je me considère pas pianiste, mais je suis capable de m'accompagner sur scène au piano et tout. Mais... Ça va être un mélange de tout. Je peux jouer de la bass sur le keyboard, ou sinon, j'ai mon père aussi qui joue de la guitare puis de la bass. Fait que je peux l'inviter si j'ai besoin de ça. Ça, vous avez fait ensemble là, des collaborations, ton père et toi? Là. Ouais, plusieurs. Là. Je l'ai invité. Là. J'aime dire que c'est mon arme secrète. Là, Puis tu as fait aussi des chansons juste piano et voix. Là. 100%. Ça, c'était sur ton dernier album? Je l'ai fait sur l'album Farf, ouais. Puis je l'ai fait aussi sur l'album Dans le futur aussi. En fait, je l'ai fait sur quelques albums, que j'ai fait des pianos-voix, que je m'accompagne. À l'époque, c'était plus un délire artistique que je voulais faire un peu. La plupart des gens chantaient dans leurs refrains puis rappaient leurs couplets. Moi, j'ai voulu faire l'inverse, chanter mes couplets, puis juste pour un peu aller dans le sens inverse puis faire... essayer du lot. Exact, ouais. Puis dis-moi, est-ce que la boxe, l'entraînement de boxe, la discipline que tu es allé chercher là, tu t'en sers aujourd'hui quand vient le temps de composer puis tout ça? Est-ce que tu vois des parallèles ou pas du tout? Mon expérience de boxe me sert dans
plein de moments, je te dirais. Ben, tu sais, juste de dire, OK, on met l'extra work. Tu sais, à soir, je reste au gym une demi-heure de plus, une heure de plus, parce que je sais que ça va finir par payer, tu sais. Mais ça, c'est des trucs de studio. Ou sinon, comment dire... Qu'est-ce que j'ai amené? Il y a des fois, avant les gros spectacles, je pouvais avoir un gros track. Je pouvais être stressé, tu sais. Puis mon père, il me disait, Max, c'est pas pire qu'aller boxer, ça. Monter dans un ring, c'est un méchant stress. C'est le plus gros stress. Il n'y a pas quelqu'un qui m'attend sur scène qui s'est entraîné aussi fort ou plus fort que moi pour me battre, tu sais. Fait que c'est des trucs comme ça. Puis j'aime dire aussi d'un parallèle un peu plus sombre entre la musique et la boxe. T'avais Sergio Martinez qui disait quand tu gagnes, tout le monde est autour de toi. Puis la fois que j'ai perdu, j'ai reçu un appel. C'était un appel de ma mère, tu sais. Donc, c'est un peu comme ça aussi dans le domaine de la musique. C'est un beau parallèle que j'aime voir, que quand tu es au sommet, tout le monde est ton ami. Puis, des fois, ben, c'est plus dans les moments plus sombres que tu peux voir qui sont tes La amis. question qu'on se pose tous, là, tu fais-tu encore du shadowboxing Ouais, ouais. Comme tout bon ex-boxeur, là, t'as pas le choix de faire ton shadow puis de regarder ta technique là, quand tu passes devant un miroir. Ouais. Puis, on a parlé justement le shadow, puis tu parlais du track. Est-ce que des fois, tu utilises comme le shadow ou l'entraînement de boxe pour enlever ton track? Je connais du monde qui ont déjà fait de la boxe, puis ils disaient qu'eux, quand ils ont un gros moment de track, font un peu de shadow, là, foum, ça les relâche un peu. 100%, hein, ouais. Ah ouais? Puis avant chaque spectacle, je te dirais un petit shadow boxing. Là, la routine de moi puis Rhymes. Là, Rhymes aussi qui a boxé. Il a boxé aussi? Oui, il a boxé peut-être 1 an au club de boxe à Saint-Yann. Puis, tu sais, c'est des affaires que tu le fais. C'est un gars de Saint-Hyacinthe, lui aussi. Exactement, ouais, c'est quelqu'un de Saint-Hyacinthe que j'y étais un peu plus jeune que moi. Moi, je l'ai découvert quand il était au secondaire. Je faisais mon premier album, puis je l'ai emmené un peu sur mon aile. Puis après ça, on est toujours restés amis à travers la musique. Puis c'est vraiment... Vous avez fait un bon bout de chemin ensemble, puis aujourd'hui, c'est beau de vous voir aller là, parce que c'est de la bonne musique. Moi, j'adore ça. Merci. Je mets tout le temps ça dans l'auto. Merci, let's go. Puis là, à un moment donné, là, moi, je t'ai rencontré sur la zone de boxe, qui était un forum. Ouais. On en a déjà parlé. Guillaume Wagner qui est venu ici, qui était là aussi. Ouais. T'étais C'est quoi quand ton même... nom sur la zone de boxe? Mon nom, c'était Omi. Au début, j'ai commencé, c'était mes débuts sur les forums. Fait que je connaissais pas ça tant que ça. Je me suis appelé quelques mois l'idiot du village. Mais j'ai vu que la crédibilité sur Internet, c'était quand même, ça jouait pour beaucoup. Puis d'échanger sous ce nom-là, c'était pas super. Personne ne prenait au sérieux. C'était pas worth. Mais en J'ai même changé temps, pour Omi. tu faisais partie des gars qui écrivaient, qui étaient quand même assez structurés. Donc, tu sais, même si le nom était peut-être pas l'idée du siècle, la structure apportait quand même une certaine crédibilité à ton message. J'essayais d'emmener des fois un point, puis comme tu dis, une bonne structure dans le texte. Ouais. Puis là, à un moment donné, la zone de boxe, ça s'éteint. Ouais. Puis toi, ça te manquait de parler de boxe, alors tu as reparti quelque chose. Exact, c'est Boxe au menu. exactement ça. Ah, c'est comme ça que c'est arrivé? C'est vraiment ça. La zone de boxe est partie, puis moi, c'était dans ma routine de tous les jours. Je me levais le matin, j'allais voir sur la zone de boxe, bon, il y a un nouveau combat qui a été... Puis c'était un endroit aussi qu'on pouvait parler de trucs quand même nichés, underground, que c'est pas des conversations que tu vas avoir en lisant juste TVA, sport, tu sais. Moi, je voulais plus que ça, puis je retrouvais pas une plateforme francophone qui parlait de tous les sujets que j'aurais le goût de lire, juste d'échanger, créer des débats. Donc, c'est avec mon ami David, on s'est dit, on le fait, puis on a juste parti une page, puis s'est mis à poster, floudé Internet de posts. Puis qu'est-ce qui est le plus dur, c'est-tu de gérer l'algorithme des internets ou les abonnés qui commentent? Parce que des fois, là, quand ça part sur des sujets, des fois, là, ça s'enflamme. Je vais t'avouer que malheureusement, je ne joue pas le rôle de modérateur, puis je vais pas lire. Tu sais, des fois, c'est quand même, on génère maintenant, sans prétention, des fois, I guess, des milliers de commentaires par jour. Fait que je peux pas nécessairement aller lire tout, mais tu sais, quand c'est des sujets qui m'intéressent, je vais aller lire ce qui se passe. C'est comme mon petit terrain de jeu, là. OK. Puis, vous êtes connu comment, David et toi? David, c'est aussi un ancien rappeur. Ah ouais? Ouais, c'est... Un gars de Saint-Hyacinthe aussi? Ouais, de Saint-Pie, à côté de Saint-Hyacinthe. Puis, on s'est connus à travers la musique. Puis, on n'était pas nécessairement des besties en montant quand on avait nos carrières respectives. Puis, c'est, I guess, je pense quand il a arrêté un peu de rapper, qu'il s'est découvert une grande passion pour la boxe.
Puis j'ai trouvé quelqu'un d'aussi passionné que moi que je pouvais échanger tous les jours sans gosser. Il s'est entraîné au club de boxe de l'Est, c'est ça? Oui, exact, ouais. Il a boxé au club de l'Est. C'est un bon ami de Pat Denis aussi. OK. Patrick Denis. Patrick Denis, le Denis, chameau. C'est un autre. Le chameau. Un autre boxeur un autre de Saint-Hyacinthe qui aujourd'hui travaille à la Fédération québécoise de boxe olympique, en fait, depuis plusieurs années. Puis, tu sais, c'est grâce à du monde comme Patrick, justement, là, que la structure reste bien ferme et bien établie. Donc, il y a plusieurs acteurs à la Fédé, mais Patrick, c'est un de ces gars-là. Puis lui, on le surnommait le chameau. Ouais, le coup du chameau, c'était sa droite de l'enfer, sortie tout droit de l'enfer, qui pouvait assommer bien des gens. From Montreal, Québec, Canada. J'ai un petit jeu pour toi. Ouais. OK? Je vais te nommer des trucs, puis tu me dis ce que tu choisis, puis pourquoi. All right? OK. Pacquiao, Marquez, le premier ou le quatrième? Ah, le premier. Le premier, Marquez qui va au plancher 3 fois. Au premier round. Au premier round. Après, qui livre Il revient, le une tabarnak. clinique de boxe pour, si je me trompe pas, c'est un draw, ce combat-là. Exact. Ah, ça allait au plancher 3 fois au premier round. C'est puis impossible finir de avec un revenir. draw. Normalement, l'arbitre, si c'était pas un combat de championnat du monde, l'arbitre arrêtait le combat. Ouais, ben oui, 100%. Non, c'est crazy. Les deux sont fous, mais le premier. Gatti, Ward 1 ou 2? Ah, c'est dur à choisir. On reste dans les classiques. Je te dirais le 2, ouais. OK. Pour Arturo. Arturo. Ouais. Moi, j'aurais dit le 1. Parce que c'était un copier-coller. C'est vrai que la victoire est allée du mauvais côté, le premier, mais c'était plus, tu sais, on s'attendait pas autant à ça. Le deuxième, on le savait un peu que ça allait être une guerre mondiale. Ouais, 100%, ouais. Mais ce qui est fou quand même, c'est qu'on savait que ça allait être une guerre mondiale, puis ça a été une guerre mondiale, puis tout le monde a checké ça. Puis un combat comme ça, là, aujourd'hui, il aurait été arrêté là, comme 10 fois. Là. Non, ouais, Tu sais, 100%. l'arbitre aurait arrêté le combat au moins 10 fois pendant le combat. Des fois, tu voyais Gatti, là, il a pris un body shot. Là, il lance pas pendant genre 20 secondes. Il se fait poivrer d'en face. Là. Les deux mains sont basses parce qu'il veut pas se faire frapper au corps. Il reçoit ça à la tête. Ping, 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 ping. L'arbitre, il le regarde, puis il dit rien. Puis il fait, C'est fou. Ça l'a rendu ça spectaculaire, mais tu sais, je pense que ça l'a laissé aussi certaines Ça, c'est traces. une là. marque, ouais. Je pense quand même que Gatti avait gagné le combat. Le premier. OK, maintenant, tu choisis qui? Mike Tyson ou Lennox Lewis? Chez les poids lourds, dans les plus grands. Comment tu vois ça? J'y vais avec Lennox. Parce que, tu sais, Mike, tu sais, moi, je suis né en 85. Fait que sa période de 86 à 88, 89, où il était une beast, je l'ai pas vu en temps réel. Tout ce que je peux voir, c'est analyser un peu qui a pogné, puis quand, tu sais. Puis, il les a détruits, mais Lennox Lewis, on le voit, des gars comme Evander Holyfield, tu sais. Et honnêtement, Lennox, il était peut-être pas aussi spectaculaire là, dans les belles années que Tyson, mais talent, je pense que c'est un des plus grands poids lourds de C'est tous les un, temps. des poids lourds les plus Les underrated. meilleurs, là. 100%. Il y a beaucoup de gens, là, tu sais, comme quand on parle des meilleurs poids lourds, là, souvent, ils arrivent genre proche des dixièmes que le monde va nommer, mais pourtant, là, Ouais, il c'est planterait pas probablement tout le monde en haut. Mais Ouais. ce qui est très bizarre, là, c'est que Lennox, dans les années 2000, fin 90, début 2000, c'était non seulement le meilleur poids lourd, il était gigantesque, right? Il était tellement gros. Aujourd'hui. La vie est tellement bizarre, là. Il était à côté d'Arslan Beck, puis il avait l'air tout petit à côté Ah, d'Arslan ouais, Beck, là, tu sais. Ben, il a Fait- sensiblement la même grandeur, c'est Non, juste que ben, là, il a shrinké Ouais, comme mais on dit. non, mais il a aussi rétréci, là, parce que Ok. je sais pas, je pense qu'il était 6'6". 6 pieds 4. Là, il pue ça pendant tout. Ah ouais, hein? Il est beaucoup plus petit qu'Arslan. Je vais te montrer des photos que j'ai durant la conférence de presse, là. Il était beaucoup plus petit, puis il a perdu beaucoup de masse musculaire. Ouais. Mais c'est ça vieillir aussi, Ouais. là, tu sais, sauf que il y a aussi le fait que la génération des années 2020, là, les poids lourds sont rendus énormes. C'est énorme. Mm. Juste Tyson Fury, je veux pas couper un sujet, mais est-ce que vous croyez qu'il mesure vraiment 6 pieds 9 ou Je pense pas. Je pense qu'il est un peu plus petit que ça. il a l'air de. Il me semble chaque fois que tu le vois avec des adversaires, Il est gigantesque. tu sais, je veux dire, ça écrit 6 pieds 9, mais tu sais, Makhmoudov, il avait quasiment l'air Ouais, head to exact, head. exact. Il fallait qu'il se mette sur la pointe des pieds sur les photos pour qu'on voit. Exact. Là. Non, c'est pour ça que je te dis, je pense pas qu'il est 6 pieds. Moi non plus, je pense Mais- pas. Moi, je pense qu'il a rapetissé lui aussi, parce que je me souviens
d'être en camp d'entraînement avec Tyson Fury, puis de le regarder, puis de dire, tabarnouche, Il est tellement grand, tellement grand. Puis tu sais, mettons, aujourd'hui, je regarde Arslanbek, je suis comme, il est grand, mais dans ma tête, Tyson Fury est encore plus Ben grand, plus tu sais. grand que ça. Puis j'ai pas... Non, mais face à face, il était pas mal égal. Ouais. mais C'était surprenant. C'était surprenant. Ouais, exact. ouais. Sauf que Arslan avait des bonnes semelles, puis lui, il était en petite sandale. Ok, mais ouais. tu sais, c'est pas... Mais il s'est Mais mis merci. sur la pointe des pieds là, pour Ouais, paraître plus non, grand. Et puis, il arrêtait pas de dire « Oh, you're not 6'5", « You're not 6'5". Ah, he's a big man, he's a big man. On va en reparler un petit peu après là, de la conférence et tout ça. On continue là-dedans. Roy Jones ou Bernard Hopkins? Roy Jones. Roy Jones de. Tu sais, c'est deux boxeurs que j'adore. Ouais, là, tu sais, mais Roy Jones oublie les dernières années. Ben non, c'est ça, exact. Ouais, mais c'est C'est mieux que Floyd. Oui, Non, mais ouais. il y a les dernières années aussi. Ouais, t'as raison. Ouais, Tu sais, 100%. Ouais, mais- puis Bernard Hopkins, pendant quasiment comme 20 ans, il a, c'est- Ouais, c'est- même Ouais. à part son dernier combat, là, même les dernières années de Bernard fou, à, ouais. 45 ans. Il a fait 12 rounds contre Kovalev à genre 47 ans. là. Et c'est fou. T'as raison. Mais non, c'est juste au niveau des skills, de ce qu'il y a dans son bag, la vitesse, c'est les genres de 5 crochets d'affilée. Ceux qui ont connu Roy de la fin des années 90, Ouais. début 2000, c'est le meilleur. Ouais, c'est crazy, ouais. Maintenant, dernière question. Tu préfères combat live sur place ou à la télévision, dans le confort du salon avec les chums, les boys, la pizza et tout? Ah, je fais tout. Je fais les deux, mais je te dirais qu'un bon combat live là, avec un KO qui a comme des milliers de personnes qui réagissent en même temps que toi, c'est dur à côté. Mais tu sais, avec les années, c'est sûr, j'aime ça être chez moi, mais y aller sur place, j'encourage tout le monde à y Fait aller. Si jamais tu as l'occasion, là, il faut que tu ailles voir Makhmoudov contre Fury parce que moi, les combats les plus sensationnels que j'ai vécus, c'est en Angleterre. Ça La doit. foule en Angleterre. Ouais, et Insane, quand ça part sur le Sweet Carolina, Ouais. là, puis tu as 70 000 personnes qui chantent ça en même temps. Le combat de Makhmoudov contre Fury, ça va être dans Tottenham Stadium. OK? J'étais là, moi, quand il y a eu le premier combat entre Usyk et Joshua. OK. On était en pleine pandémie ici, puis tout le monde avait des masques, il y avait un couvre-feu, mais moi, j'étais allé là-bas pour un combat. Lennon Castillo m'avait demandé de travailler son coin, il se battait contre Callum Smith. Ça n'a pas été bien son affaire. Ah, mais... c'est le combat qui a fini un ouais, KO violent. un gros ça, hein? KO violent, Ouais. ouais. Puis, mais je me souviens là-bas, là, 70 000 personnes, alors que nous, on était tous enfermés. C'était malade mental. Le monde, il n'y a personne qui avait de masque. Tout le monde buvait de la bière. C'est comme, waouh, qu'est-ce qui se passe, man? Mais les foules là-bas, c'est Ça a l'air particulier. fou. Antonin, tu Ben, l'as vécu à quelques reprises. Mais juste récemment, quand on est allé avec Arslan Beck, et il a boxé contre David Allen, Ouais. puis il y avait 12 000 personnes, mais tout le monde chante à l'unisson, ils connaissent toutes les paroles du début jusqu'à la fin. C'est pas juste un petit... Des fois, c'est un petit bout de la chanson, là, c'est vraiment, ils partent pour 3 minutes. Là, Ouais, c'est spécial, là, c'est le fun. Mais c'est intimidant. C'est ça. Comme C'est- vous avez vécu Nottingham aussi. De ce que Ah, vous quand disiez Jean tantôt, avait boxé contre Carl Froch, c'était genre... T'oses même pas crier pour ton gars tellement. Ah ouais, C'est des hooligans, là, Ouais, sont ouais. spécial. Là. Vous autres, c'est comme, en plus, Hey. début vingtaine. Ouais, exact. Moi, j'étais assis avec Nicholson Poulard, le Ok, frère ouais, de ouais. Jean. Quand Jean lançait une combinaison, Nick se levait debout. Ah! Puis là, on se faisait pitcher des canettes, des morceaux, des Ah, verres, ouais, des affaires. hein? Là, je dis, assis-toi, là, on va être obligé de se poigner. Moi, je faisais la télé. Je me rappelle pas c'était quel poste de Radio-Canada. Radio ouais. Cannes qui le présentait. Radio-Can, Ouais. puis j'étais en télé, fait que j'ai pas trop Hey. senti ça pendant, mais la pesée puis tout, c'était quand même que spécial. Avec Jean qui est arrivé avec son chandail de Mangousse, là, Ah. qui avait joué le mind Tu game. le cobra. Ouais, c'était crazy. C'était des bonnes animaux. En tout cas, Pour si les jamais- gens à la maison, c'est pas mangousse. C'est quoi en français une mangousse? Une mangouste. Une mangouste, bon, c'est un petit animal qui a l'air de pas grand-chose, mais c'est un des seuls animaux qui est capable de battre un cobra. Puis Carl Froch, à l'époque, son surnom, c'est... Ben, à l'époque, c'est encore son surnom, mais il a pris sa retraite. C'était le cobra, donc c'était un animal qui pouvait battre Ouais. un cobra. Puis Jean est arrivé avec son chandail à la conférence de presse devant tous les Anglais avec sa mangouste qui était en train d'étrangler le cobra ou quelque chose comme ça. Exact. C'était du grand Jean-Pascal. Ouais, Mais c'était Jean, bon, il en a c'était fait bon. des bonnes comme ça. Il avait fait un chandail aussi, Are you willing to take the Take test test. pour Bernard Hopkins. Ça l'avait fait Classique. parler. Mais à sa défense,
ça fait parler, mais il avait raison, là. Ouais. Hopkins, c'était quand même louche qui était tellement en shape, il vieillissait, puis il voulait pas faire de test sanguin. Là. C'est quand même. On accepterait plus ça aujourd'hui, un gars qui veut pas faire de test. Pourquoi tu veux pas faire de test? Tu veux pas faire de test, un policier t'arrête pour état d'ébriété, si tu refuses de passer l'alcotest, t'es déclaré coupable automatique. Là, il aurait dû être déclaré coupable automatique back then. Là. Moi, je suis sûr qu'Hopkins était sur quelque chose dans ce temps-là. Ben pour être en forme comme ça, effectivement, à son Pour âge. refuser de faire le test. T'es fier, t'as 45 ans, tu deviens un des plus vieux champions du monde de l'histoire, mais tu veux pas faire de test. Est-ce que ça veut dire que Pacquiao était sur la sauce aussi? Parce que lui, il voulait pas se battre avec Mayweather à cause mais des ils tests. disent que c'est pas ça. Ben, Lui, ils disent qu'il avait peur des il avait seringues. peur des aiguilles. Ah, c'est ça qu'il disait, mais il est tatoué de partout. Rendu là, il était doux lui aussi. Là. Il est passé de 106 à 154 avec plus de puissance. Mais c'est pas juste ça. Défigurait les gars. Tu sais, Margarito, il cognait. Là. C'était pas un enfant de cœur. Là. C'était un gars qui était méchant. Un gros bonhomme, surtout. Puis il s'en foutait. Cotto aussi. Cotto, il a fini là, contre Pacquiao. Il avait fini défiguré aussi. De la Hoya. Ouais, ça c'était crazy. Exact. Anton, parle-nous de ton expérience. Comment ça s'est passé en Angleterre? Tu étais au stade, tu as vu comment c'est grand. C'est magnifique, ça va être un très grand événement. C'était grandiose. C'était Netflix, évidemment, qui va présenter le combat. Donc, avec Netflix, avec Tyson Fury, on le sait que ça va être gigantesque. Là. C'était plus grand que nature. Là, on arrivait sur place, la manière qu'ils nous accueillaient, les chauffeurs, les cuisiniers, tout. C'est juste, habituellement, tu vas dans une conférence de presse, là, c'est quand même assez mollo, là, mais là, ça a commencé grand, ça va finir très grand. Let's go. Puis, tantôt, là, on parlait, là, Jean avec son chandail de la mangouste, Are you willing to take... C'est des trucs pour jouer dans la tête. Puis Tyson Fury est reconnu pour ça. Il est super bon pour parler et tout. On l'a vu dans ses combats avec Wilder. On l'a vu dans plusieurs combats. Là, il y avait même que, tu sais, à un certain point de la conférence de presse, c'était une journée complète de médias. C'était pas juste une conférence de presse. Il y a eu un moment qu'il y avait un podcast avec Rick Reno. OK. Puis Tyson est arrivé avec une robe de chambre Versace, puis des petites sandales. Il y a des petites sandales, puis il n'y avait rien. Il était tout nu en dessous de sa robe de chambre. Là, il est spécial, mais il était vraiment, vraiment humble. Il était très, très, très respectueux envers Arslanbek. Il disait, ça fait plus qu'un an qu'il est inactif. Il se bat contre... Mais en même temps, je sais qu'il veut aussi... il veut pas discréditer son adversaire. Ça peut pas bien le faire paraître. Mais je trouvais qu'il avait pas l'air d'un gars plus confiant que ça. Là, je suis persuadé qu'il va l'aider puis c'est peut-être un mindset game qui veut peut-être que Arslanbek se sente trop confiant. Mais il a donné beaucoup de respect. Il disait que c'est un gros gars qui cogne. Il peut pas. S'il se fait pincer, il peut se faire knocker. Fait que, il était quand même. Il n'a pas joué de game. Hein. Mais comme tu disais. Ouais, c'est peut-être une game. Mais comme tu disais, d'un autre côté, il peut pas dire il est vraiment pas bon, je vais le manger en 2 rounds. Ouais, t'as 70 000 billets à vendre. Là. Ouais, En même temps, excuse-moi de te couper. Non, vas-y. Fury, c'est quand même souvent le gros bonhomme entre les deux quand il affronte ses adversaires. Je me souviens pas de la dernière fois qu'il a pogné un gars aussi gros que Makhmoudov. C'était quoi son nom? Otto Wallin. Otto Wallin, on se exact. souvient comment ça s'est terminé. Ouais, c'est ça, avec l'œil, les 70 points de suture ou un truc nombre. Fait que peut-être que il sait lui aussi que ça peut brasser. Là. Par exemple, je regardais là, quand ils étaient face à face, les gars avaient l'air sensiblement de la même grandeur, mais les bras de Tyson Fury, là, ils étaient vraiment longs. Là. Je voyais ça, puis il avait l'air d'avoir vraiment des longs bras. Donc, oui. Tout le monde vantait à quel point il a l'air en forme. Il arrive de Thaïlande, il est bronzé. Je trouvais pas qu'il avait l'air tant en forme que ça. Là, moi. Il y avait toutes les photos, il les a faites avec une petite camisole de boxe amateur. Là, habituellement, là, quand les gars sont en chest. Là, mais lui, ça le stresse pas. Il se met en chest sur ses réseaux sociaux. Non, je le sais que ça le dérange pas. Au contraire, il arrêtait pas de dire ça. Il disait ça fait plus qu'un an que j'ai pas boxé. I'm old, I'm bald, I'm fat.
Puis il dit, c'est qui que Netflix appelle quand ils veulent faire un show? Tyson Fury, I'm the biggest name in boxing. Là, il est sharp, là, puis il se prend pas au sérieux. Mais c'était plus le fait que tout le monde jouait la game, qu'il a l'air tellement pas. C'est vrai qu'il était bronzé. Fait que, ça lui donnait un beau petit look, mais je trouvais pas qu'il avait l'air particulièrement en bonne condition physique. Là. Tu l'as dit, là, il est allé s'entraîner en Thaïlande. Il n'y a pas de coach. Puis ça, en entrevue, c'est sorti. Il a dit je m'entraîne tout seul pour ce combat-là. Max, C'est un mind game. Tu penses que c'est un mind game? Ben, j'ai l'impression que c'est drôle de laisser fuiter une information comme ça. En ce moment, Sugar Hill, il est à Miami. Là, il est en Floride. Là. Fait que, mais à sa défense, ça arrive souvent qu'ils font comme un 5 semaines ensemble. Ouais. C'est juste la fin du. Moi, j'avais dit, je voulais, mais Marc voulait pas qu'on rentre dans les mind games. Moi, je voulais dire à Arslan, dis-lui, vu qu'Arslan ne comprenait rien. Là. Je dis que t'es allé en Thaïlande parce que tu voulais jouer avec les Ladyboys. Ladyboy? What's Ladyboy? Mais, anyway, regardez, ça va être un gros combat. On en a parlé tantôt. C'est 66 000. C'est plus que 66 000. Parce qu'il y a le parterre aussi. C'est ça. Quand dans le combat Joshua Usyk, il y avait 66 400 quelques places, je pense, qui étaient là. Fait que c'est plus que 66 000 personnes qui vont être là. Si c'est sold out à suivre. Mais ouais. Il y a quand même un autre gros combat pratiquement en même temps qui, je sais pas si ça peut faire mal à la promotion, mais on en parlera. Mais il y a un gros combat entre Wardley et Dubois à peu près au même moment. Ouais. Est-ce que ça peut affecter si t'es un vrai fan de boxe, tu vas aller aux deux. Ouais, mais ça coûte cher. J'ai vu que les billets étaient pas si chers que ça, surprenamment. Ah, j'ai pas regardé. Dans le haut du stade, là, ça, j'ai regardé. C'est comme tu peux t'en tirer à genre 40 €, il y a des billets. Quand même. Ouais. Quand même. Ouais, c'est abordable. Ouais. On reste en canadien, c'est 400 pièces. Mais pour les Anglais, c'est en euros ou en pounds? En euros. Ça revenait à genre... j'ai fait de la conversion, c'est peut-être 70 $, 65. Okay. C'est quand même de l'allure pour un gros événement comme ça. Si, t'es dans le pit en haut, là, mais t'es dans la place. Ouais, Pacquiao Mayweather dans le pit en haut, c'était 2000 pièces. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand tu t'en vas là... puis que tu décides de te prendre un billet dans le pit en haut, c'est parce que tu vas là pour l'ambiance. Tu vas pas là pour la vue. Tu vas pas là, le monde, il regarde probablement ça sur leur téléphone ou sur les écrans géants. Parce là, que tu vois rien d'en haut comme ça. Là, exact. Mais t'es là pour l'ambiance, t'es là parce que ça vibre. C'est quand même assez fou, ça. C'est spécial. On va parler d'un autre combat qui devait avoir lieu, qui n'aura finalement pas lieu. Rezendis devait se battre contre Munguia. On en parlait, ça c'est sorti partout. Puis Munguia, il a fait la même passe avec Mbili. Il dit « Ouais, je le veux. » Là, quand c'est le temps des négociations, je le veux, mais pour 5, 6, 7 millions, là, tu sais. Fait que les deux fois, il s'est outpricé. Ouais, il y a plus qu'une manière de dire non, tu sais. C'est facile de dire oui, mais pour à ce prix-là. La seule chose, c'est que quand c'est arrivé contre Mbili, tu sais, je me disais, il est pas cave non plus, là. Il revient d'un combat difficile. Mbili, c'est un cauchemar, là, fait que je comprenais jusqu'à un certain point c'était pas une option qui l'intéressait tant que ça. Mais contre Rezendis, pour vrai, c'était une belle chance. C'est pas un combat gagné d'avance, mais c'est vraiment une belle opportunité de redevenir champion du monde. S'il y a un gars qui peut battre, c'est lui. Là. Ouais. Mais ça aurait eu lieu le 2 mai au T-Mobile Arena, en sous-carte de Zurdo Ramirez contre Benavidez. Le 2 mai, c'est pour le Cinco de Mayo. C'est pour le Cinco de Mayo. Ça aurait été gigantesque. Là, tu ne pourrais pas avoir une plus grosse plateforme que ça. La là, visibilité. Comme, je la comprends pas. Puis là, il veut sûrement plus boxer tant que ça. Là, l'équipe de Rezendis, il parle de Charlo. Ouais, j'ai vu ça. Ça n'a pas rapport. Là. Charlo, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas boxé. La dernière fois qu'il a boxé, c'était contre Canelo. Ça fait quoi, 2-3 ans? C'est Jermel ou Jermal qui... Jermal. C'est ça, c'est Jermel qui avait pogné Canelo, si je ne me trompe pas. Ouais. Jermal, c'est lui qui il a fait un retour à 160. Il a fait un combat il y a pas si longtemps. En fait, les deux, ils étaient sur la même carte. Rezendis, quand il s'est battu contre Plant, Charlo, il était sur la même carte. Les deux sont avec PBC. Ouais. Donc, tu sais, ça pourrait faire du sens de cette manière-là. Mais par exemple, tu sais, c'est pour moi que Munguia ait refusé un tel combat. Ça n'a aucun sens. Là, à un moment donné, tu as besoin de combien de millions aussi? Là,
comme, c'est quoi la raison pour laquelle tu boxes, là, tu sais? Tu veux-tu devenir Il champion? en a fait de l'argent. Là. Ben Fait oui. que c'est pas une question là, qu'il manque d'argent, c'est vraiment parce qu'il voulait pas ce combat-là tant que ça. Maintenant, il va probablement avoir Andy Cruz. Il s'est battu il n'y a pas longtemps, il a perdu. Ouais. C'était quand même un bon combat contre Muratalla. Puis là, ben, quand on regarde les classements, Lucas Badie, qui était bien positionné, a décidé de se battre contre Schofield pour le titre de la WBA. Ouais, de Davis. Exactement. Ils ont strippé Davis de la WBA. Ça fait que là, ça risque d'être Schofield contre Badie. Bilou. Ce qui fait en sorte que on enlève ces gars-là de l'équation. Mais là, ça se peut que Andy Cruz aille se battre contre Albert Bell pour devenir aspirant obligatoire à la IBF. Ce qui est quand même... tu sais, mais là, on tombe, c'est aspirant 6 et 7. Si jamais ça ne fonctionne pas, Dimitri Hassano, il est classé 12e. Ouais. J'espère qu'on va recevoir un appel. Non, moi, ce que j'espère, c'est que Schofield et puis Lucas Batti vont se battre ensemble. Puis après ça, on va avoir un bon... Un match-up canadien. Un bon un push de notre Sam national pour qu'on puisse faire un combat entre Assanao et Badi. Là. Ça serait un beau fou. Ça va être dur, là, s'il faut que j'aille faire les coupures à Lucas d'un bord, après ça que j'aille donner les Ouais, conseils on à va longtemps Hassano de l'autre choisir ça. bord. je vais choisir. Non, mais tu pourrais influencer la décision de... T'as un bon... Écoute, T'as pas un droit de regard, mais t'as sûrement une bonne influence sur le clan Badi. Là. Ça serait un beau combat. Ben, Lucas Badi contre Dimitri Hassano. on traversera le pont rendu à la rivière. Non, mais c'est toi qu'il faut qu'il amène le bateau à cette place-là. Ben, écoute, si Lucas Badi bat Schofield, Il va le battre. Hein? Il va le battre. Je pense que oui. Je pense qu'il y a le style pour. Puis il cogne. Schofield a l'air de cogner en tabarnouche. Il est gigantesque pour un 135 livres, mais il boxe pas tant que ça. Fait que, tu sais, d'après moi, Badi va avoir assez de boxe pour le contrôler. Puis Badi aussi a une bonne claque. Fait que, je pense qu'il va être capable de s'en débarrasser. Là, en plus, depuis qu'il est signé avec MVP, il y a un petit peu plus de leverage, là, dans le sens où ça fait pas super longtemps qu'il a été signé avec eux. Avant ça, Lucas Badi, il faisait sa propre promotion, il boxait à gauche, à droite, c'était pas évident. Là, il est avec un promoteur, donc il va avoir de bonnes chances. Mais moi, j'étais content quand j'ai vu ça. Je suis content quand même pour Andy Cruz. J'espère qu'il va retourner prendre sa chance. Mais là. moi, j'aimerais mieux, je pense à nous, Ouais. j'aimerais mieux Assanao contre Badi que Assanao contre Andy Cruz. Écoute, moi, Non, mais je sais que toi, tu es dans une situation Non, partielle non, parce que tu mais travailles avec les deux. Là. un Mais je côté parle comme juste de pour l'autre, le style. le côté boxe. Là, je pense qu'il y aurait plus de... Je dis pas qu'il battrait Badi. Là, je pense que oui, mais je veux dire, ça serait un combat quand même qui serait compliqué. Là. Badi, il peut sortir à any time. La seule chose, c'est que le background amateur de Andy Cruz, je pense qu'il jouerait dans la tête à Assanao. On l'a déjà battu. Ouais, mais quand j'en ai parlé déjà, puis il me disait, ouais, il s'est vraiment amélioré depuis. C'était en 2015. Fait que je pense que, tu sais, Assanao a tellement eu un gros bagage amateur, Cruz aussi, puis il l'a toujours admiré un peu, arriver dans le ring avec ce. Ah ouais. Yeah, ça se travaille, puis je dis pas on le battrait pas, mais j'aimerais mieux Badi. T'as raison. En tout cas, mais tout ça pour dire, ce qui est fou aussi avec la IBF, c'est que les positions 1 et 2 sont vacantes. Ouais. Fait que là, ils sont rendus à 6 et 7 dans leur classement. Des fois, je comprends pas pourquoi ils laissent des positions vacantes comme ça, tu sais. Le spot 1 IBF, il faut pas qu'il se détermine par un combat éliminatoire. Ouais, mais là, il y a le spot 2 Ouais, aussi. j'ai vu, ouais. Ça, Fait que, tu sais, comme c'est là que je trouve ça un petit peu bizarre. Là. Ouais, mais ça arrive. Là. Regarde, justement, Nate avait sorti un article sur Iglesias hier sur Punching Grace. Puis il avait raison. Là, il parlait, c'est vraiment le boogeyman de la division. Puis c'était à la IBF. C'est pour ça que je fais un parallèle. Il est l'aspirant numéro 1. Le titre est vacant. Fait qu'ils ont offert le 1 contre le 2. Il a dit non. Il a offert le 3. Il a dit non, 4. On s'est rendu à Siliagin qui était l'aspirant numéro 7, si je ne me trompe pas. Ouais. Fait que c'est quand même rare que tu as la Beterbiev. chance de te battre pour. Ouais, Beterbiev, il avait refait les classements. Il avait fait Personne le tour ne voulait. une fois, personne ne voulait. Il a refait le tour une deuxième fois, personne ne voulait. Ils ont refait les classements. Ils ont sorti du monde des classements puis ils en ont remis d'autres. C'est fou. Parce qu'il n'y a personne qui voulait se battre avec Beterbiev. Ben c'est ça. C'est ça qui arrive avec des gros cogneurs. Ouais. Tu te dis, regarde,
Même si je suis capable de le gérer, de le contrôler tout le combat, éventuellement, je vais me faire pincer puis j'ai pas de chance. Là. Parlant de gros cogneurs, un duel qui va avoir lieu encore une fois en Angleterre. 2 poids lourds, 2 gros cogneurs. T'as entendu parler de ça? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Wardley contre Ben, ça, Dubois. j'en ai parlé un peu parce que ça tombe en même temps que. Ben, pas en même pratiquement. C'est quoi la date exacte? Tu là-dessus? Je l'ai pas ici, je m'en souviens Ben, pas. c'est vraiment proche du combat à Mac. Ouais. Tu vas suivre ça? 100%. Combat vraiment excitant parce que Wardley, on l'a vu, il peut tirer de l'arrière, mais il y a l'espèce d'énergie du désespoir du gars invaincu qui a jamais perdu, puis que dans sa tête, Ouais. même si on est au 10e, puis qu'il n'a pas perdu, il va. Ouais, c'est vraiment ça parce que contre Joseph Parker, ça allait pas Contre si bien que Parker, ça. puis là. contre Justice Unie, Ouais. si je sais pas si je prononce bien le nom, là, Ah ouais. mais lui aussi, il me semble qu'il perdait pas mal tout le combat, puis il a comme sorti une droite back. qui a terminé. Puis Dubois qui a juste perdu quand même contre l'élite, mais qui a tendance peut-être à break des fois Ouais. dans des gros moments. Donc, ça va être excitant. C'est un combat que, pour vrai, je sais pas sur qui. I guess j'irais peut-être avec Dubois. Ah ouais? hein? Ben, je suis pas en Ouais. désaccord. Je suis pas en désaccord, mais. En termes d'expérience, Dubois, Oui. il a plus d'expérience. Mais Maintenant, il revient d'un knockout. il revient. Puis c'était pas un petit knockout aussi. Non. Tu sais, c'était quand même un. 100%. Mais Dubois, il cogne aussi. Ouais, il cogne. Wardley, il s'est souvent fait toucher. Tu sais, il se fait toucher flush. Wardley a commencé la boxe quand même tard. Oui. Lui, il est retourné aux études. Tu sais, il a fini ses études. Je pense qu'il était comptable, quelque chose comme ça. OK. Puis il a travaillé. Puis à un moment donné, il s'est dit ouais, j'aime ça la boxe. Là. Je vais faire ça. Puis tu sais, il était dans la vingtaine, je pense, quand il a commencé. Là, tu sais. Il a commencé. Ouais. là. Ouais. Ah, ouais. Il a commencé sur le tard, Wardley. Fait que c'est quand même assez impressionnant. Il n'y a même pas de combat amateur. C'est genre des combats ils appellent ça white collar, je pense, ou quelque chose comme ça. C'est du monde qui commence professionnel, mais qui sont pas vraiment bons. Puis là, ben, il s'est build up comme ça, tu sais. Puis il s'est rendu en championnat du monde. Ben, il est Contre- champion. Ouais. Contre justement, tu sais, un gars qui avait causé la surprise, qui avait gagné, je pense, le retour de l'année en Joseph Parker, tu sais. Ouais. Parker qui, lui, avait ressuscité. Il venait de battre Zhang puis Wilder. Ouais, puis- exact. Puis là, il s'est fait endormir. Par Ouais. exemple, tu sais. En menant encore une Et fois. Bacolé aussi. hein. Ça, c'est impressionnant. Ouais, Bacolé, Simon King. Ouais, C'est- Bacolé, c'est vrai. Bacolé, par contre, Bacolé, il avait été appelé 2-3 jours d'avance. J'aime bien Bacolé. Je trouve que ça représentait pas. D'ailleurs, I guess. Bacolé, quand il était rentré dans le ring, sur les gants, c'est écrit TNT pour Daniel Dubois parce que c'est C'est son Dynamite. Puis il a juste pris les gants qui étaient là-bas. Wow. Là, c'est les gants Il est qu'il allé avait eu collecter, au là. weigh-in. Là, tu sais, Ouais, ça, c'est poche. Mais Dubois aussi, il y avait un beau retour. Là, tu sais, Oui, quand- il y avait Il y a- Margovic qui avait battu. Ben, avant ça, là, quand on était à Riyad ensemble, ouais. puis il avait sorti Big Baby Miller au non, dernier c'est ça, round. il a bien fait, mais on dirait justement dans les gros combats importants. là, Il a tu sais, break. C'est Govic, c'était quand même important. Ouais. Puis, c'est vrai. C'est vrai. Écoute, regarde, ça va être un Tout combat. peut arriver. ouais. Ce qui est fou, par exemple, c'est que il revient d'une défaite par knockout, Ouais. puis il se rebat en championnat du monde. Ouais. Normalement, c'est pas supposé d'arriver. Non, Normalement. sauf que, tu sais, c'était contre Usyk, les champions unifiés. Ça fait pas si longtemps que ça. Je Il y a comprends. Ryan Garcia aussi, que c'était pas par KO, mais qui a perdu contre Rolly, puis qui revient en fin de semaine contre Barrios en championnat du monde. Ça, souvent, quand ça arrive, dans le cas de Wardley, c'est que lui, il a le droit à une défense optionnelle. Il a gagné son titre, il a le droit à une défense optionnelle, puis après ça, il va devoir faire sa défense obligatoire. Dans la défense optionnelle, tu peux prendre un gars dans le top 10. Tu peux le choisir. Ils ont été Mais gutsy quand même, Ouais. parce qu'ils sont Extrême. allés Ouais. chercher du bois. Ils se sont dit, on va... Gotti, ils ont sauté été money intelligent. Là, Ouais. tu sais, c'est un Anglais, ils font ça en Angleterre, 2 Anglais, ça va être la bourse la plus payante qui était ça, c'est disponible clair. aussi. Là, tu sais. Donc, Ouais. c'est toujours le ratio risque-récompense. Là. Mais Si tu te fais payer 30 millions, je comprends, c'est mais quoi le risque, vraiment? il aurait pu prendre un gars vraiment ordinaire pour sa défense. puis Ouais, après mais ça, tu sais, il aurait fait 8 au lieu de 30. ouais, ben, je- à 8, lui, s'il je est sais pas, comptable, là, tu sais, s'il je- est vraiment comptable, là. Non, mais je dis des chiffres comme ça, j'ai aucune idée des chiffres, Non, mais mais je je veux comprends dire, ce que tu veux dire. il va faire au moins 3 fois plus parce que c'est Daniel Dubois. Là. Ouais, c'est sûr. Puis ça va être un combat excitant. Les deux, ils cognent. Les deux ont de la 100%. dynamite dans les mains. Les deux sont pas nécessairement reconnus pour leur défense étanche. Ils là, vont tu sais. pas boxer à distance. S'ils le font, c'est parce qu'ils par respect de la puissance de l'un de l'autre, mais
Je pense pas que ça va être un combat qui va être nécessairement derrière le jab. Moi, je puis la pensais finesse. que Parker allait battre Wardley. Moi aussi. Fait que je pense encore que Dubois va le battre, mais je serais pas surpris qu'on se fasse. Moi, je pense que Wardley va gagner. Que Wardley va le Je Tout gagner. peut pense arriver. qu'il va l'arrêter. Il va l'arrêter. Mais ouais. est-ce que je pense pas que ça va être facile? Je pense même qu'il va peut-être même visiter le plancher. Mais je pense qu'à un moment donné, il va se relever. Puis dans la deuxième moitié de combat, ça, on l'a vu aussi, Dubois, dans la deuxième moitié de combat, c'est tout le temps un peu plus laborieux, même avec Big Baby Miller. Tu sais, à un moment donné, tu voyais là, comme. Ouais, mais il était gigantesque, Big Baby. Là. Il pesait 300 livres. là. Je comprends, mais c'est pas un gars qui est hyper mobile. Non. C'est Il, un gars. il est supposé être fatigué en deuxième moitié de Ouais, combat. ouais, exact. Tu sais. Puis là, en plus, il avait gardé son toupette, là, tu sais. Fait que, Explique donc aux gens, c'est quoi ça? pour les gens qui ne le savent pas, au dernier combat de Big Baby Miller, il s'est présenté dans l'arène, puis il a reçu un uppercut, et puis sa perruque a levé. Donc, il est allé au barbershop. Il a Ça, payé ça 700 paraissait bien. Là. J'aurais jamais remarqué qu'il y avait pas de cheveux. Là. Je pensais pas qu'il faisait de la calvitie. Là. Il a payé 700 $ US pour avoir une perruque. Puis lui, il s'est dit que ça allait être une bonne idée d'aller recevoir des coups d'en face avec de la vaseline, avec de l'eau. Puis il s'est dit que la perruque, elle allait tenir tout le long. Là, tu sais. Il était pas supposé se faire frapper comme ça. Ouais, peut-être. Puis c'est vrai que le gars devant lui n'était pas supposé d'être un si gros défi que ça non plus, là, tu sais. Ça, on en reparlera à un autre podcast, là, mais qu'on redonne des chances à Big Baby Miller comme ça encore et encore, alors qu'il a testé à maintes reprises positif pour des... J'ai une belle histoire, une belle anecdote de Baby Miller. Une fois, c'est Russ Ember qui m'avait raconté ça. Dans le temps qu'il travaillait avec Deontay Wilder, il était au camp d'entraînement de Deontay Wilder. Big Baby vient mettre les gants. Puis après le sparring, c'est Russ qui doit l'amener, qui doit le ramener à sa chambre. Fait que ils font un sparring, ça va vraiment pas bien. Là. Wilder, il est dominant, il le pince. Mais lui, il a l'air correct. Là. Après ça, il s'assoit dans l'auto, ils partent. Il dit hey coach, tell me, how did I do? Il dit hey coach, dis-moi comment j'ai fait. C'était pas pire pareil, hein? C'était pas pire, hein? Russ, il voulait pas être méchant. Il dit c'était correct, là. T'es fait frapper un peu, mais c'était correct. OK, thanks, coach. Une minute après, hey, coach, tell me, you think I did good? Pensez que il a demandé 4. Avec là, Russ, il dit, attends, là, tu viens de me demander ça, là. Il dit, oh oui, c'était pas pire. OK, thanks, coach. Il continue 5 minutes après. Même pas, il roulait, ça faisait 2-3 minutes. Hey, coach, I have a question for you. J'ai fait ça, ça avait l'air de quoi? Russ, il a appelé le coach. Il a dit, il est commotionné, mais non, on peut plus remettre les gants. Là. Parlant de combat, on a parlé de Dubois, Wardley, que c'est un combat très intéressant. Un autre combat qui est super intéressant, qu'on veut tous voir, ben je pense, là, c'est Ortiz contre Ennis. Ouais, ça, c'est Ça, c'est un combat qui est incroyable. Ortiz, il veut ce combat-là, il le demande. Mais là, c'est pas compliqué. Ouais, mais là, ça semble être compliqué. C'est contractuel. Là, ça, c'est le Golden Boy. Mais je te laisse expliquer tout ça. Mais juste mentionner, moi, Ennis, c'est honnêtement. C'est ton boy. Ah, ben, je le connais pas personnellement, mais je l'aime vraiment. Tu sais, on a souvent chialé parce que Floyd, il sautait des catégories de poids, puis il allait boxer contre tout le monde, puis il choisissait un peu ses gars. Je veux pas dire que Terence Crawford a choisi ses gars en allant boxer contre Canelo parce que c'était un combat qui était supposé être vraiment compliqué, un gros bonhomme, mais il y avait un gars qui aurait pu affronter entre les deux, qui aurait été vraiment compliqué, c'est Jerome Ennis. Imagine un combat Terence Crawford, Jerome Ennis, ça aurait été écœurant. Là. Quand on dit qu'on veut, des fois, il y a les gros combats en UFC arrivent, puis en boxe, ça n'arrive pas. Ça aurait été gigantesque. En gros, ce qui se passe, c'est que Ortiz et Ennis, ils sont en négociation. Mais là, Golden Boy, eux autres, ils négocient avec DAZN. Leur contrat de télévision était terminé avec DAZN. Ils sont en négociation pour avoir une extension, comme Matchroom vient de faire. Matchroom vient de signer pour 5 ans. Eux, Golden Boy, ils veulent faire ça. Mais là, les négociations, ils stagnent entre Ortiz puis Ennis. Puis là, Ortiz, il dit « OK, mais vous me freinez, Golden Boy. » Puis là, on n'a plus de télédiffuseur majeur. Puis ça, dans mon contrat, ça dit que si j'ai pas de télédiffuseur majeur, mettons que DAZN vous drop, je peux partir. Alors là, Ortiz, lui, il aimerait ça ne plus avoir Golden Boy dans ses pattes, faire sa propre affaire. Puis d'un autre côté, il s'est fait offrir par Matchroom un contrat de 5 combats qui
qui est évalué entre 12 à 30 millions, tu sais. OK. Fait que là, pour l'instant, ils sont en cours. Ils ont jusqu'à vendredi, jusqu'à demain pour Golden Boy. Ils doivent régler leur dossier avec DAZN pour pouvoir continuer à avoir Ortiz. S'ils n'ont pas réglé leur truc avec DAZN, Ortiz normalement devrait être libre de partir. Mais ça va être réglé demain. À quel point tu as le goût de travailler avec un gars quand tu sais que lui, tout ce qu'il veut, c'est partir. Là. Puis il veut partir avec Eddie Hearn. On sait que Eddie Hearn et Oscar De La Hoya, c'est pas des best. C'est pas l'amour. Là. Fait que, tu sais, personnellement, je serais turn-off. Là. Tu sais, ton athlète veut tellement travailler avec quelqu'un d'autre. À the end of the day, je comprends que c'est business, puis tu veux pas le perdre parce que ça va être très payant si un fameux combat entre Ortiz et Ennis se concrétise. Tu veux avoir les droits sur Ortiz, mais en même temps, à quel point ça vaut la peine là, de travailler. Exact. Là, travailler avec un gars qui veut rien savoir de toi, c'est pas le fun. Là. Mais admettons que le combat arrive. Max, comment tu vois ça? Comment tu vois ce combat-là? Ortiz, un gars qui met de la pression, les mains hautes, puis après ça, tu as Ennis qui est capable de faire pas mal tout dans le ring. Je te dirais qu'habituellement, Ennis, c'est vraiment plus mon genre de boxeur. Mais dans cette situation-là, j'adore Ortiz. J'ai vraiment aimé... Madrimov. Qu'est-ce qu'il a fait contre Madrimov? Ce combat-là a été une révélation pour moi. Puis, au contraire, Ennis, c'était contre Karen avec un nom un peu compliqué, dont le nom m'échappe, qui a un long nom, qui avait fait une décision de 12 rounds, qui avait eu quand même serré. Ce combat-là m'a un peu, des fois, allumé certaines lumières, sonné des cloches, comme on dit. C'est des combats quand même 50-50. On s'entend, mais moi, je pencherais du côté d'Ortiz dans une décision super serrée. Mais j'ai l'impression qu'Ortiz, il cogne, il y a les fondations, il fait pas mal tout bien, une pression intelligente. Il va être dur à battre. Il y a aussi une bonne défensive. Là, ouais. On l'avait vu dans son combat contre Boakchuk aussi. Là, il est capable de prendre la claque. Là. Ennis, il cogne. Mais tu sais, Ortiz, il est capable de prendre la claque, il a les mains hautes. Un beau package. Moi, c'est un boxeur que j'aime beaucoup techniquement. Là. Ouais. Je trouve qu'il est très, très bon, très complet. C'est un boxeur que j'avais vu il y a quelques années, puis j'en parlais avec Marc Ramsey, puis j'étais comme « Yo, check là, il était écœurant! » Puis là, Marc était comme « Waouh, arrête, là, je le connais même pas. » Puis là, non, je te jure. Puis après ça, il était comme « OK, ouais. » Il est complet. Un beau petit J'étais allé une fois boxer avec... Junior Ulysse à Los Angeles. Puis il était sur la même carte. Il avait boxé contre Brad Salomon. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Là, il était très bon dans mon temps, Brad Salomon. Fait, il commençait à être un peu vieux. Mais il m'a vraiment impressionné. Fait, moi aussi, je trippe sur Ortiz. Puis si c'était pas contre Jerome Ennis, je le mettrais gagnant. Ouais. Mais là, je pense que Ennis va l'arrêter. Ennis, ouais. Hein? Mais Ennis, tous les gars, mettons, Yves Junior, Chris Guerrero, sont allés mettre les gants. Puis ils sont tous partis. Là. Ils ont tous dit c'est impossible comment il frappe fort, c'est impossible comment il est gros. Les gars, ils disaient, le gars, là, c'était 140 qu'il devait... 147. 147. Puis il était comme... 170. Il était gigantesque. Mais c'est ça, il y a un bag de skills énorme, Ennis. Si je me trompe pas, gaucher-droitier aussi. Là, capable de faire les deux. Ouais. Mais c'est vrai que contre le... C'était-tu Boakchuk? Là, vraiment, ça, c'est la guerre. C'était un bon boxeur amateur qui était genre 10-0, là, puis qui était allé se boxer contre... non, Boakchuk, quand il est allé se battre là, il y avait déjà une défaite. C'est qui avait boxé contre un gars? Là, Madrimov. C'était Madrimov. C'est Madrimov qui avait un gros bagage amateur. Puis c'était son combat après Crawford. Que Crawford, on l'a vu comment c'est. I guess le combat le plus compliqué de la carrière de Crawford. Ouais, ça. Puis que Ortiz a pilé dessus. Contre Boakchuk, c'était vraiment une guerre. C'est Ortiz qui est allé au plancher. Mais, je pense les deux ont deux. échangé. C'était... Mais, tu sais, c'est des combats qui sont spectaculaires parce que les gars, ils veulent s'arracher la tête. Puis là, ça, c'était le combat Boakchuk-Ortiz, c'était comme, c'est qui a les plus grosses couilles? Puis c'est qui va, tu sais, genre, c'est frappe-moi, je vais te frapper, puis on y va. Là, mais s'il fait ça contre Ennis, il va se faire sortir. Mais s'il pense Ennis, il n'a jamais été testé non plus là, pour de vrai. Là, à pas à ce point-là, t'as raison. C'est pour ça qu'on veut le voir. Exact. Mais non, ça, c'est ce qu'on veut voir. Ouais. Il y a des choses, moi, qui m'intéressent un peu moins. On parle là, de 2 combats d'exhibition. Je pensais qu'elle allait dire
Boxe féminine. Ah, mon salaud. Non, c'est clairement mauvais. Puis je vois la ceinture, il faut parler d'un grand combat qu'il y a eu en fin de semaine. Là. On en reparlera par la suite. Mais 2 combats d'exhibition. Mhm. 2 combats d'exhibition qui s'en viennent. Mike Tyson contre Floyd Mayweather. Mhm. Ils vont faire ça à la En République République. démocratique du Congo, anciennement le Zaïre. Mhm. Ils veulent faire ça là, à cause de, Rumble in the Jungle. Ali Foreman qui avait eu là-bas, tu sais. Mais d'un autre côté, est-ce que ça me tente vraiment de voir un combat entre Mike Tyson, Floyd Mayweather? Si c'est une exhibition, c'est moins pire. T'sais, si on le sait que c'est un spectacle, puis c'est juste un. Une pas démonstration. joke, mais ouais, de- exact. Là. C'est quand ils essaient de nous vendre ça comme un vrai combat, puis que les gars saillissent, mais dans le fond, ils se serrent la main, ils vont manger un repas, puis une petite bouteille de vin ensemble après le combat. C'est ça qui est ordinaire. Là. Mais je sais pas si ça va être le box-office que eux pensent qu'ils vont avoir, ce combat-là. Tu Je sais sais, pas. Mike Tyson, avec le combat contre Jake Paul, je Il sais pas à s'est quel nuit, point là. que les gens qui connaissent un peu moins ça vont encore s'intoniser en se disant « Hey, ça va être cool, Mike Tyson, il est là. » tu sais. Puis- En même temps, je pense que vu que c'est hommage à Ali Foreman, tu sais, Ouais. peut-être qu'ils vont faire un truc spécial. Mais puis- justement, pour un hommage à Ali Foreman, un des combats les plus real de tous les temps, là. Pourquoi ils ont fait ça? Ils font pas un gros combat, Ouais. tu sais, une vraie bataille, là. Il y aurait Un pu, Wardley, justement, contre, ça aurait été bon, ça, contre là-bas. Dubois. Ah, ouais, exact. L'autre combat d'exhibition qui va avoir lieu en avril, c'est Manny Pacquiao contre Ruslan Provodnikov. Provodnikov, Pacquiao, il n'a plus besoin de présentation. Provodnikov, lui, il a fait des guerres mondiales avec Tim Bradley. Il avait envoyé Chris Algieri sur les fesses, genre 4 fois, puis il a perdu une décision par la suite. Mais tu sais, il a été dans La des. face de Provodnikov, après, non, c'est C'est la face de Provodnikov, Bradley. la puis- face de Bradley. Ouais. Ouais. Ah, les deux mêmes Provodnikov contre après Algieri, là, les deux étaient maganés, là, tu sais. Puis Bradley encore plus, là, les deux étaient. C'est le genre de truc, par contre, qu'on voit pas après une exhibition. Donc, Non. je me demande un Ouais. peu la pertinence d'avoir Exact. un Provodnikov. Le seul intérêt de Provodnikov, c'est une guerre. la guerre, Mais là, ouais. si tu fais pas de guerre, c'est vrai. Provodnikov, là, il n'a pas boxé depuis 2016. Aussi. Il était reconnu pour avoir un style agressif puis être spectaculaire. Exact. Justement, comme Dans vous le une- dites. Dans une exhibition. Là, il s'en va contre Manny Pacquiao, qui a 47 ans, qui a fait un combat nul à son dernier combat, qui a Ouais, à peu mais- près un an. Chose, somme toute surprenante. Ouais, là, tu sais. ouais. Tu sais, il a quand même bien fait, là, malgré l'âge et tout. Mais la question qui me vient en tête, c'est pourquoi est-ce que Pacquiao boxe encore? Même moi, je pense que c'est comme Max il dit, là, pourquoi contre Provodnikov? Là? C'est un gars qui n'a pas boxé depuis 10 ans, qui est pas vraiment connu là, du monde. Non, Le c'est ça. fan moyen le connaît pas. Puis c'est un gars que, dans une guerre, il peut être vraiment intéressant, mais dans un combat d'exhibition, ça va être un gars qui sait pas trop boxer. Là. C'est ça, ouais, 100%. Exact, exact. Écoute, je sais pas où va avoir lieu le combat. Si jamais, mettons, c'est en Russie, puis peut-être que c'est la raison pour Ça laquelle l'explique. il, Ouais, il peut-être. ferait ça, tu Ça sais. ferait du sens. Mais d'un autre côté, je vois pas pourquoi Manny Pacquiao irait en Russie non plus. Là, tu sais, Ça lui- serait plus en Philippines. Ouais, c'est ça. Fait que, Ouais, comme tu dis, faire des combats d'exhibition à ce stade-là, puis même des combats de championnat, Manny Pacquiao, tu sais, contre Ugas, on avait vu ses jambes Ah. super raides. Ouais. Ce qui faisait la beauté de Pacquiao, c'est in and out, était plus là. Ça fait quand même peut-être 5 ans, tu sais. Ouais. Fait que, Non. exact. C'est plus la même chose. Mais ce que Pacquiao a accompli, c'est quand même. Ah, c'est phénoménal. crazy. Oui, On veut absolument, garder ça mais en tête. Justement, exact. Exact. Pourquoi? C'est Check la André raison. Ward, ça c'est Mhm. magnifique. Là, Ouais. tu sais, il se retire au top et au sommet. Lennox Lewis, la même chose. Crawford, qui a fait cette année. Même chose, exact. Tu vois, Les gars, s'ils pourraient toujours faire ça, ce serait parfait. Là, tu sais, de Mhm. continuer pour. mardi, on avait une petite conférence de presse avec Caroline pour faire un retour sur son championnat mondial qu'elle a gagné il y avait une Un semaine. mardi, c'est bizarre. Ben, c'est exact. Ça faisait non, exactement... pas la conférence de presse, le combat, Ouais, mais je pense. ça faisait exactement une Ouais. semaine que c'était Ouais, arrivé. ça- Puis ils m'ont demandé à quel boxeur est-ce que je pourrais comparer Caroline. Puis quand je pensais à ça, c'est quand tu sais quoi, elle me fait penser un peu à Calzaghe. Puis là, tu parlais de Ward quand il s'est retiré. Calzaghe, lui, il s'est retiré aussi un peu de la même façon. Oui. Mais Caroline, pour moi, elle me fait penser un peu à Calzaghe parce que c'est une fille qui a un gros volume de coups de poing, qui est pas trop orthodoxe non plus parce qu'elle se donne beaucoup d'angles, elle bouge et tout ça, tu sais.
Fait que quand ils m'ont demandé ça, c'est le boxeur qui m'est venu en tête C'est sur un le beau moment. compliment. là. C'est ça que j'ai dit. Calzaghe. J'ai dit, là, Caroline, prends-le. Là, je te lance des belles fleurs, là, Calzaghe. Là, tu sais. Puis Calzaghe, je trouve aussi que ça a été un des boxeurs qui a été très underrated. Un petit peu comme Caroline. Caroline, elle passe un petit peu en dessous des radars présentement, tu sais. Mais Calzaghe, Il a fait sa carrière chez lui aussi. et c'était au même moment que Roy. Ouais. Même poids que Roy Jones à la fin des années 90. Puis c'était tout en Europe. Là. Fait Ouais, que, exact. contre des gars plus ou moins. Tu sais, il a démontré un peu plus tard dans sa carrière qu'il était vraiment the real thing. Là. Mais tu sais, Ouais. on a toujours un peu douté d'à quel point il était bon. Là. Mais Puis finalement, c'était une époque aussi quand on n'avait pas nécessairement YouTube. Ouais. c'est vrai. C'était C'était difficile pré-internet. de voir, C'était difficile d'évaluer qui était qui quand on les voyait pas boxer sur HBO ou sur T'as Showtime. raison, tu sais. t'as raison. Exact. Alors, C'est une meilleure comparaison. Je sais pas si vous avez vu là, cette semaine, il y a Max Kellerman, que j'ai toujours adoré. Là, Ouais. j'étais vraiment content quand il est revenu dans le monde de la boxe. Mais là, je pense qu'il est peut-être un petit peu trop. C'est Dana White, Zuffa, là, son Ouais. employeur. Puis là, il a fait une espèce d'association un peu de n'importe quoi. Là. Il disait que Liam Wash, Ouais. Liam Walsh. mais le seul boxeur qui est signé avec Dana White, il disait que quand il le regarde, il voit des petites images de Roy Jones. là, C'est comme poussé. ça, avant tu sais, de où il a sorti ça, parce que... Vraiment, Ouais, Max, comme tu dis, Ouais, Max exact, Kellerman. là, c'est un gars qui a ouais. une grosse crédibilité, qui Ouais. connaît ça, Mais qui avait une grosse crédibilité. Pour de vrai, il a commencé à perdre sa crédibilité à New York quand il est allé, puis il disait le UFC, c'est bien plus gros que la boxe, ils font des bien plus gros combats. Hey, les gros combats de boxe, là, ça bat les gros combats de UFC, là, tu sais. Donc, le UFC sont peut-être plus réguliers dans leur foule. Si c'est ça qu'il voulait dire, d'accord, pas de problème avec ça. Mais Ouais, tu peux c'est pas tout. dire que les gros combats de... Que la boxe meurt. Ah oui, Au détriment Ouais. du UFC. exact. Alors là, il a déjà commencé à perdre la crédibilité. Puis là, après ça, quand il fait des commentaires comme ça, tu vois qu'il a comme vendu son âme. Parce Ouais, mais qu'avant, là- Max Kellerman, c'était le gars qui disait que Ah, non, il- ça n'a pas d'allure, puis ça devrait pas être fait ça comme ça. Puis, C'est un passionné. C'est un c'est- passionné ouais. qui transmettait sa passion. Tu prenais ça pour de l'argent. Là, tu sais, Ouais. ok, si Max si Kellerman Max a a dit dit ça, ça, ok, il a raison, mais là, tabarnak, je le lis en moi, je suis Roy Jones. là, Ah, il y a- même Roy Jones, il était comme, ben, il a peut-être vu quelque chose que j'ai pas vu. c'est vrai que c'est ça qui est sorti. C'est fou. Écoute, Max, à chaque podcast, on fait tout le temps un petit retour sur la boxe amateur. C'est hyper important pour nous parce 100%. que la boxe amateur, t'es passé par là. Ouais. Les plus grands sont passés par là. Il faut commencer en quelque part. Puis moi, j'essaie d'inciter les gens à aller voir ça, de la boxe amateur, parce que aller voir un show de boxe amateur, c'est le fun. C'est fou. Je suis allé justement, il y a 6 mois, voir le gala du club de boxe de Saint-Hyacinthe. là. Ça, j'allais te demander si tu vas voir des gars. Ah ouais, quand je peux, là, tu sais, des fois je suis en spectacle, là, je peux pas y aller, mais quand je peux, là, j'y vais, c'est un bon show, c'est intense. Non, j'adore ça. Tu vois, moi, en fin de semaine, je dois aller à Québec. OK. Puis il va y avoir un gala au club de boxe Le Cogneur. Donc, si jamais j'arrive à faire mes choses comme il faut, ben, je vais pouvoir aller faire un petit tour là, dire bonjour au monde puis regarder ça. Donc, club de boxe Le Cogneur, vendredi, il va y avoir un C'est qui gala. maintenant je suis allé demander la dernière fois, je t'ai mélangé. Là. Oui, il y a Cédric qui s'occupe de ça. Et puis sinon, c'est Jean Guillemette qui est le propriétaire. Parce que dans le temps, c'était la famille Bizier qui était. Ok, La ouais. famille Vizier. Puis moi, Ouais. j'étais un des propriétaires du club de boxe Le Cogneur. Ok. Alors, voilà. Sinon, KO 96 à Warwick, est-ce que c'est de là que la poutine elle vient? Le fromage de la poutine, en C'est tout pas cas, Drummond? il y en a qui disent Warwick, il y en a qui disent Drummond, Drummond, il y en a Victo. qui disent Victo. Ah, c'est... 96, c'est pas à Victo. C'est à Warwick. Ok, mais dans le temps, c'était à Victo. Ah, ben, peut-être que ça a déménagé, je ne sais pas. Ok. On appellera les boys. Mais ce qui est fou, là, c'est qu'ils font un programme back-à-back dans le sens où un vendredi soir puis un samedi soir. Ça, c'est quand même rare. OK. Souvent, tu vas voir ton programme double dans la journée, samedi en Matin, après-midi, puis ouais. samedi en soirée. Mais là, ils en font deux. soirs. Les deux, c'est au club de boxe KO 96. Sinon, toujours le vendredi, le 20, Crew à Chambly, qui est sur la rive sud de Montréal. Et le samedi 21,
On parle de KO 96, comme on disait tantôt. Il y a le G1 à Vaudreuil, puis il y a aussi Boxe Montréal qui vont faire un événement de boxe. Donc, tu sais, la boxe amateur, à chaque semaine, on est ici, on en parle, puis tu sais, c'est tout le temps entre 2 et 4, 5, là, tu vois, c'est 6 événements en fin de semaine. Donc, ça va tenir les officiels de la FQBO bien occupés. Ça va permettre à... Ça, là, c'est généralement à peu près une dizaine de combats, donc 20 boxeurs x 6. Tu sais, c'est comme quasiment 120 boxeurs qui vont avoir l'occasion de boxer. Là, c'est bon pour l'écosystème. Là. Ben oui, exactement. On en a besoin. Puis, tu sais, moi, avant le début du podcast, avec Max, je parlais de ça. Puis, j'étais comme... Ce qui me fait peur en ce moment, là, c'est la relève de la boxe québécoise. Tu sais. Là, on signe beaucoup des gens à l'extérieur. On a eu des bons talents. Mais tu sais, là, j'ai hâte d'avoir un nom là, qui va sortir puis qui va être. On vient juste de signer un Québécois, on n'a pas parlé. On a c'est vrai. Kevin Beauséjour, celui qu'on surnomme Hot Sauce parce que c'est du piquant. Super boxeur, belle acquisition de la part de Eye of the Tiger Management. Est-ce que tu le connais un petit peu? Malheureusement, j'ai vu qu'il avait boxé sur la dernière carte, mais j'étais pas encore sintonisé. Il est rendu à 2 combats professionnels, 2 victoires par knockout. Et lui, il a payé pour ses débuts professionnels au Mexique. Okay. Il est allé là-bas. C'est parfait. Ça t'enlève un petit peu de pression. Tu boxes devant une petite foule et tout. Mais Kevin Beauséjour, c'est un gars qui avait un gros bagage amateur. Il a été sur l'équipe nationale. Puis moi, une des premières fois que je l'ai vu, c'était au Gant Doré. Puis il avait battu Lexune Mathieu. OK, quand même. Puis Lexune Mathieu, à ce moment-là, tout le monde est comme « Ah ouais, Lexune. Mm-hmm. Puis Beauséjour était arrivé, puis là, il s'était mis à boxer, puis tout ça. Puis surprenamment, parce que peu de gens le connaissaient, il avait sorti Lexune. Donc, tu sais, c'est un gars qui a un style, je qualifierais peut-être d'américain un petit peu. Okay. Donc, tu sais, un peu le Philly Shell, très belle défensive, beau mouvement de tête, belle rapidité, très calme dans le ring. Moi, j'ai hâte de voir maintenant la transition entre la boxe amateur et professionnelle. Ça, moi, ça faisait quand même un bon moment que je le connaissais. Je l'avais vu... Je l'avais vu à votre gym mettre les gants quelques fois. Tu le vois que c'est un gars qui a plein d'habiletés. Je pense que dans les dernières années, il a peut-être un peu. Il a peut-être vraiment. Il a été intelligent, dans le fond. Il s'est vraiment. Il a changé un peu son style pour performer en boxe amateur. Ça prend une différence un peu. Je trouve qu'il était vraiment plus axé sur le touche puis faire des points. Ce qu'il fallait faire pour gagner, dans le fond. Fait que, ça aurait été stupide de ne pas le faire. Mais là, je pense qu'il va falloir qu'il y ait une petite transition. Mais c'est un kid intelligent. Si on regarde son dernier combat, oui, absolument. Il a l'air d'avoir eu la claque quand même. Là. Le fait que son style était plus axé sur la vitesse puis la touche, ça n'enlève pas ses qualités naturelles. Là. Fait qu'il y a une claque, c'est naturel. C'est juste que là, il a vraiment bien paru en fin de semaine, la semaine dernière, mais c'était contre une opposition un peu plus faible. Là, fait que là, on va lui donner... On va lui donner la chance de s'adapter, de progresser, d'être bien encadré. Puis honnêtement, je suis excité, je suis content. Je pense qu'il y a un beau potentiel là, avec ces gars-là. Ouais, donc belle acquisition. Félicitations. Québécoise. Québécoise. Ouais, c'est très, très cool. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer d'encourager la boxe amateur. Oui, absolument. Moi, quand j'ai l'occasion, puis c'est rare parce qu'on a un horaire assez chargé, là, j'essaie d'aller là-bas. Quand c'est les compétitions, disons les gants dorés, les gants d'argent. J'essaie d'y aller moi aussi. Les Coupes du Québec ou n'importe quoi. C'est le fun. Faire, mais il y en a 6 passages ce week-end. Là, mais c'est le fun. Moi, j'aime beaucoup ça. Là, puis, quand c'est des gros événements, des fois, ça roule à 2-3 rings en même temps. Okay, tu peux choisir le ring que tu checkes. Fait que, si jamais tu as l'occasion, Max, un jour, tu es en tournée, là, entre 2 shows. Tu t'en vas voir. C'est quoi le next pour toi? Qu'est-ce qui se passe? C'était ma prochaine question. Sorry. Non, c'est bon. Musicalement ou. Écoute, je suis en spectacle demain. Je suis en spectacle demain avec Rhymes et Loud. Demain, c'est vendredi, au théâtre que j'ai cours à Trois-Rivières. Okay. Je fais toute la tournée avec Rhymes en ce moment. Donc combien de personnes? C'est quand même gros. Cogeco, pour être franc, je ne sais pas la configuration qu'on avait fait. le fait. Un événement là-bas une fois. Okay. Ça doit être la configuration, peut-être 1000 personnes à peu près. La semaine prochaine, MTLUS à Montréal. Je fais aussi un pub à Gatineau, samedi. Donc, je fais des spectacles pas mal. Je me déplace, je prépare aussi un album solo, comme j'ai dit, mon 10e projet. En studio, je travaille sur l'album de Rhymes. Je travaille un peu avec La Fouine aussi en France.
Puis, disons, les gens qui veulent te suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Instagram, TikTok, Facebook, FRF. YouTube. Farfadet. Farfadet Beat, en fait. Farfadet OK, Beat. ça, on n'en a pas parlé d'ailleurs. D'où ça vient, Farfadet? J'ai commencé à faire de la musique jeune, comme j'ai dit tantôt. J'avais peut-être... quand on m'a surnommé Farfadet, je devais avoir 14 ans. Je n'avais pas mué. J'avais pas eu ma poussée de croissance. J'étais un petit dans un monde de géants. Tu sais. Puis je me tenais avec les amis de mon frère, les plus vieux qu'eux. Il y avait déjà 18-19 ans qui faisaient de la musique aussi. Donc c'est eux qui m'ont dit « Ah, toi, t'es petit, on va t'appeler le Farfadet. » Tu sais. J'étais comme... C'est mon premier spectacle dans des... Ouais, 100%. Ben, tu sais, comme j'ai dit, déjà là, les premiers spectacles dans les bars, j'avais peut-être 15 ans. Puis la première fois que je suis arrivé sur une grosse compilation qui était au niveau provincial, j'avais 16 ans. Donc, déjà, je suis arrivé avec le nom de Farfadet assez jeune. Puis de changer de nom, c'est pas l'affaire la plus word dans ce domaine-là. Donc, j'ai gardé mon nom, mon surnom d'adolescent. Là. Ah, ouais, c'est bien. Fait que là, puis tu vas continuer à gérer aussi la page de Box au menu, toujours avec passion. Là, c'est ce qu'on fait. Super. Anton, un petit mot de la fin? Je pense que je regarde la ceinture encore une fois. Félicitations. Non, c'est très nice. Félicitations à Caroline, évidemment. Championne du monde, c'est huge. Ouais. Félicitations au coach aussi. Merci. Mesdames et messieurs, c'est tout le temps qu'on avait pour cette semaine. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner sur les différentes plateformes. On parle ici de Spotify, Apple Podcasts, sur punchinggrace.com. Sinon, la commission athlétique via BPM Sport. PO, merci beaucoup d'avoir géré ça comme un maître. Thanks, PO. Et on vous dit à la semaine prochaine. Merci Max, merci Ça fait Antonin. plaisir, merci les gars. Gardez le punch.